haricots. Mon premier souvenir de jardin est un très petit rectangle dans lequel je faisais lever des haricots en Algérie. Et que j'ai revu ce terrain il y a un mois. Et là, tout a changé, évidemment, comme on peut bien s'en douter. Mais j'ai revu l'endroit où j'ai fait ces premières tentatives de culture. Bon, après, nous n'habitions pas l'Algérie, nous habitions en France. C'était un séjour de quelques années seulement. Et il y a eu surtout la partie expérimentale, oui, de mon propre jardinage dans un jardin qui était celui de mes parents, mais qui était tout petit en France. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était ce qu'il y avait de l'autre côté du jardin, parce qu'on était finalement en pleine nature. Et c'est ça qui m'a complètement séduit, en même temps inquiété. Et puis, je voyais bien qu'on n'avait pas les clés pour rentrer là-dedans. Mais plus tard, je les ai eues un peu plus. Je voyais des gens adultes qui étaient déjà en train de travailler et qui avaient l'air assez malheureux du métier qu'ils faisaient, ou faisaient des études qui les motivaient pas. Et ça me paraissait assez douloureux de m'acheminer dans une direction comme celle-ci, donc je savais que je ne voulais pas faire tout ça. Puis un beau jour, j'ai appris qu'il y avait un métier qui existait et qui pouvait s'allier à la nature. Ça s'appelait paysagiste, ça s'appelle toujours paysagiste, mais c'était naissant, c'était jeune. Et ça se passait à l'école d'horticulture de Versailles. Donc tout de suite, je me suis dit, voilà, ça, moi, je vais peut-être pouvoir m'y retrouver là. Et j'ai fait les études nécessaires pour ça, qui étaient des études d'agronomie. Au départ, on nous demandait ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce qui se passe. On n'a pas besoin de recruter des étudiants qui ont ce cursus. C'est beaucoup plus ouvert, d'ailleurs, comme recrutement. Mais à l'époque, on faisait ça. Et ça a été un bagage important, parce qu'il y avait la charge scientifique. Et ça, je dois beaucoup à cette partie-là. Oui. Il y a bien sûr le professeur de botanique qui ouvrait à partir de la botanique un univers sur le monde entier. Et décrivant Drabaverna qui fait 2 cm sur lequel on marche sans faire attention, on avait l'univers des moutons, puis celui des humains, puis finalement le paysage. Enfin bref, on avait un écosystème, mais aussi un paysage. Et ça, c'est un homme remarquable qui était un passeur pour moi, très très important. Je lui dois beaucoup, je pense que je ne suis pas le seul. Il s'appelle comment ? Ah oui, pardon, Jacques Montaigu. Oui. Il est mort maintenant. Mais je dois à Henri Laborit, à des vulgarisateurs de la pensée scientifique ou de l'avancée de la pensée scientifique dans le temps, ou aussi à des philosophes, à des chercheurs dans ce sens-là, c'est-à-dire comment on se positionne. Aujourd'hui, les études épistémologiques de Foucault m'ont intéressé, comme je ne sais pas, les réflexions de Gilles Deleuze ou d'autres. Le jardinier avait pour mission d'architecturer l'espace, qui est celui dont il a la maîtrise, également de produire, donc il était l'architecte et le producteur, et le voilà aujourd'hui avec une mission supplémentaire qu'il n'avait pas prévue, c'est de protéger la diversité, la vie, parce qu'on sait que notre futur est tributaire de cette question. Et donc on peut, je ne crois pas tellement envisager notre métier aujourd'hui sans intégrer cette dimension qui est supplémentaire à celle de la tradition historique. Et tout le monde n'est pas préparé à ça. On est un peu dans le balbutiement de comprendre comment on va faire pour demain. Mais nous sommes en première ligne dans le sens où on est en prise directe avec le vivant. Donc c'est d'abord cette question du vivant qui m'intéresse, que je pense qu'on doit approfondir et traiter au mieux. C'est ce sujet-là que je mets en tête. Le jardin est pour moi le seul et unique territoire de rencontre de l'homme avec la nature, où le rêve lui est autorisé et l'histoire nous montre ça. Il y a d'autres lieux de rencontre de l'homme avec la nature, évidemment. Mais là, il peut y exprimer son utopie. Or, cette utopie, elle est l'idée aboutie du siècle ou de l'époque à laquelle le jardin a été pensé, dessiné. On veut raconter quelque chose d'important là. Le mot jardin vient de Garten qui signifie l'enclos. L'enclos protège quelque chose là, qu'on dit être le meilleur, ce qu'il y a de plus précieux. Mais qu'est-ce qu'on veut raconter ?
au fil des temps, et stylistiquement c'est logique que ça ait changé parce que l'idée du meilleur change. Aujourd'hui, on peut bien se poser la question de qu'est-ce que c'est le meilleur, qu'est-ce que c'est le plus précieux ou le plus fragile peut-être. Alors on en revient à la question qu'on disait tout à l'heure, et c'est peut-être la vie et la diversité. Et à ce moment-là, comment la scénographie-t-on? Elle est nécessaire dans la mesure où c'est une histoire de la pensée. Et donc on ne peut pas dire que ce serait superflu sous le prétexte que ce sont des jardins. C'est peut-être dans les jardins que précisément la pensée c'est la plus exercée en tant qu'utopie. Parce que se référant traditionnellement au meilleur, donc à l'Éden, cette idée de quelque chose de résolu et de parfait, qui n'est jamais. Mais on ne peut pas dire qu'on va tirer un trait là-dessus. Ça c'est impossible. Donc manifestement, ça n'est pas suffisamment enseigné, mais je dirais même qu'à une certaine époque, c'est quelque chose qui a été retiré de l'enseignement dans les écoles de paysage. Le mot jardin n'était même plus employé. Entre les années 80 et 90, il n'était pas question de ça. Et quand tout à coup on s'est aperçu, parce que les grands propriétaires de jardins historiques ouvraient au public et qui nous demandaient des sous à l'État et qu'il fallait avoir une compensation, un retour, ils ont fait appel aux concepteurs pour les remettre en état. Et c'était statutairement l'architecte des monuments historiques qui devait s'en occuper. Et les paysagistes se sont sentis dépossédés de quelque chose qui était leur territoire. Ben, ils avaient qu'à y penser avant. Ils ne voulaient pas du jardin. Ben voilà. Alors, à partir de ce moment-là, le mot jardin est revenu, aussi bien au niveau de l'enseignement des jardins historiques que dans le langage courant et que dans la préoccupation des paysagistes professionnellement. Quand il dit ambigu, moi, je préférais dire qu'il est complexe et qu'il fait appel à la transdisciplinarité, à quelque chose qui invite celui qui s'occupe du jardin à s'intéresser à ce qui vit, à ce qui a des formes, aux gestes que l'on a donc au jardinier, enfin à lui-même. Bref, c'est en effet quelque chose qui est complexe. Mais il n'est pas pour autant insaisissable. Je pense qu'il est immédiatement un espace dans lequel quelqu'un peut se sentir bien ou pas bien, mais ressentir quelque chose de très fort. Et les gens ont besoin de ça. Et ils n'ont pas besoin du discours intellectuel pour expliquer pourquoi ils sont bien. Ils sont bien, puis c'est tout. Il est réussi si, dans ce lieu-là, on se trouve apaisé. Bien sûr qu'il a quelque chose de plus si on peut en tirer un produit que l'on cueille, une fleur, ou un fruit, ou un légume. Et le premier jardin, je crois, je ne sais pas si c'est juste l'avoir vu, historiquement, celui que l'homme a créé. Il est pour moi celui du moment où une peuplade se sédentarise. Je l'ai vu chez les Pygmées sédentarisés au Cameroun, à ce petit enclos qu'ils fabriquent, et à l'intérieur, avec une certaine précision, ils installent ce qu'ils allaient collecter autrefois. Ils n'avaient pas besoin d'un jardin. Là, ils en ont besoin subitement, mais ils l'organisent. Donc en même temps que naît la collecte et la protection dans ce petit enclos, naît l'architecture, donc un art. Et tout arrive là. Alors après, dans un lieu qui serait seulement un jardin d'ornement, aurait-on réussi ce lieu parce que l'ornementation serait réussie? Je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. Il faut qu'il soit juste. Et la question de la justesse, elle est variable, c'est du cas par cas. Dans certains cas, seulement l'esthétique du jardin suffirait, dans d'autres non. J'ai été très étonné par un jardin qui n'est pas forcément connu, celui de Little Sparta de Ian Hamilton Finlay en Écosse, qui n'est pas un jardin public, mais qui est celui d'un artiste, mort maintenant, mais que je trouve être surtout un jardinier. Et quand on rentre là, on est pris dans un univers de symboles, mais on est pris dans un système où la nature et l'architecture et l'esprit s'entremêlent de façon telle qu'on est à la fois sans arrêt en train de se poser des questions, mais on n'est pas dans le stress de la question et de la non-réponse. On est dans une promenade très forte, intellectuellement et physiquement. Si on n'a pas... Si on n'est pas tendu vers un idéal parce qu'on imagine qu'il y a quelque chose de mieux à faire et qui est dans cette direction-là,
eh bien, on est suiviste, c'est-à-dire qu'on se rend passif et peut-être privé d'une opinion, qui est une liberté. Comment fait-on pour acquérir la liberté? La connaissance, pour moi, l'accroissement de la connaissance est la chose la plus importante. C'est mon premier ministère, celui-là, celui de la connaissance. Dans un gouvernement idéal, il n'existe pas, on n'est pas là. Hein. Et il permettrait justement cette liberté. Il est celui de la survie de l'espèce humaine, que ce soit en ville ou ailleurs, c'est-à-dire on accepte la nature ou on la refuse. C'est une prise de position politique et c'est une culture. C'est-à-dire, est-ce qu'on dit ça c'est une mauvaise herbe et je nettoie? Est-ce que les jardiniers sont des techniciens de surface qui éradiquent? Ou est-ce qu'au contraire, ils considèrent que c'est un être vivant qui a de l'intérêt avec lequel on pourrait dialoguer? C'est vraiment une prise de position. Là, on n'y est pas non plus. Mais il y a quand même des directions de ville qui ont pris des importantes décisions ces dernières décennies et qui sont moins dans l'éradication de la mauvaise herbe, justement. Je ne dirais pas que c'est occidental. Je pense que c'est une prise de conscience qui est planétaire. Elle s'exprime différemment en fonction des différentes parties du monde. Elle remet en cause le système qui, lui, est établi par l'Occident. Ça, oui, bien sûr. Mais c'est quand même la conscience écologique, elle est répartie sur d'autres territoires que seulement celui de l'Occident. J'avais rêvé de Bali à un moment donné, parce que j'y ai beaucoup séjourné, et que ça m'avait semblé intéressant d'être à la fois avec un paysage admirable, un jardin, parce que c'est une île qui est comme un jardin, et une population dont la dimension spirituelle est forte. Et toutes ces données ne sont pas forcément toujours résolues au même endroit, là elles le sont. Alors ça m'avait plu, mais j'avais même appris la langue, enfin j'étais presque installé. Il se trouve que l'histoire est développée comme ça. Alors est-ce que c'est là que j'aimerais me trouver en définitive? J'en sais rien peut-être.